So just a heads up to everyone that this is a bilingual session. So we'll be going back and forth English and French. So on that note, we'll get started. So welcome everybody to this latest session in the Open Educational Resources in RDM webinar series for considerations for creating bilingual OERs. So before we begin, I'd like to acknowledge that I'm working from Montreal, situated on the unceded traditional territory of the Kanien'kehá:ka, a place which has long served as a site of meeting and exchange amongst many First Nations. As we proceed with our webinar session today, it is with acknowledgement of the First Nations, Inuit, and Métis nations and communities who have been harmed by colonial and unethical research, and of the data sovereignty and research priorities of these nations and communities. On behalf of the Digital Research Alliance of Canada, we commit to understanding and taking up our role in reducing harm and advancing reconciliation in research. I'd also like to review the Code of Conduct. So the Alliance seeks to provide a welcoming, engaging, and safe community for everyone. This means that discriminatory language is not appropriate in any venue or platform. The Alliance does not tolerate harassment in any form, and harassment can be understood as any behavior that threatens another person or group or produces the feeling of an unsafe environment. So I'd like to now introduce you to our three speakers who have joined us here today. So we have Danielle Dany from Laurentian University. We have Émilie Fortin, who's joining us from l'Université de Laval. And we have Felicity Taylor, who is joining us from the University of Ottawa. And we're also joined by our moderators for today's session. So Jen Abel from the University of Calgary and co-chair of the National Training Expert Group, Nick Rocklin from the University of Victoria, and the other co-chair of the National Training Expert Group, and myself. I'm Catherine, the training coordinator for the Digital Research Alliance of Canada. So on that note, I'm going to hand it over to Felicity to get us started. Thank you, Catherine. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre session sur les ressources bilingues. Je ferai ma présentation en anglais en tant que peut-être anglophone de service sur dans cet événement, mais but I just wanted to give a little hello, like in French, just to show you like the level of my proficiency. And I'm also presenting from Montreal today. Well, actually, I'm presenting from Laval. So I grew up in Tiohtià:ke, Montreal, also known as Munyang for the Anishinaabe people. And I spent most of my life here, but I've been working in Ottawa for the last 6 years on the unceded territory of the Algonquin people. Okay, so I'm going to try to set the stage a little bit for my other colleagues to discuss their projects. And what I really wanted to do in this environment was talk about the material realities of what it takes to produce bilingual training resources that are consistent across both languages. I'm going to begin by explaining why these material realities exist. And I want to talk a little bit about why I'm here on this panel. Like, I'm on sabbatical. Why was I motivated to do this panel on my sabbatical? Part of the reason is because the Digital Research Alliance is a national service DRI organization, so it works within the national framework of bilingualism. Bilingualism as a national framework is one of Canada's historical core values of inclusiveness and diversity. It's a really important part of Canada's national identity in that sense. So Ottawa, which is situated, it's a historically francophone university that became bilingual right before the Bilingualism Act was passed in Canada.
But it is designated by the legally designated by the government of Ontario as a service provider under the French Languages Services Act. So we have a legal requirement to teach in both languages and to teach to provide equal access to teaching in both languages. And then as a result, we have a regulation on bilingualism, which sort of operates internally a little bit like Quebec's Bill 101, where it designates like how language use needs to happen, how French language use needs to happen in our campus environment. And then, so these are all the kind of structural frameworks that bring me onto a panel like this. And then personally, what I personally bring onto this is kind of a career as a librarian and as a humanities researcher working in French language environments, like majority French language environments or English language environments that are within the province of Quebec or within a bilingual institution, which means that most of my work is either done in a French language environment, even if it's written in English, or it's translated into French in order to be able to like communicate across both linguistic areas. So this is something that I have a long career of experience doing. And then I also have experience with project management and publishing workflows that come out of these types of linguistic environments. And the Le Petit Gris is a bilingual resource that was produced for publishing in arts organizations, but a lot of the principles apply in like the self-publishing of the data world as well. So I just put a link there for you to enjoy. And then this, I'll share the slides afterwards, but it's just to give you an idea of the kind of language that's used to describe the bilingual environment or the requirements of bilingualism, but also the type of atmosphere or collegial relations that are encouraged within the bilingual environment of University of Ottawa. And they really put as an institution, our academic excellence or principles of academic excellence are really based on the performance and the functionality of bilingualism. It's really core to the mission of the university. But we have a lot of like conversations, as we all do in the Alliance as well, of why is bilingualism so hard? So this is something that we hear a lot, it's not maybe written in such a tone in like official communications, but certainly when we're in our offices and we're trying to get our work done, someone's like, why is it so hard? So there's 3 different kinds of like translation that can happen or bilingualism that can happen when you're practically producing resources. You can have equal translation, which is what we see in official government documents where the language is official, like the document is official in both languages, but the reason that it's considered official is because both languages have passed through an equal procedure. So there's like a legal procedure or a governance procedure that both documents have passed through. So not only is the linguistic content parallel, it's also like the procedure of producing the content and ratifying the content has been parallel. So we don't work on in that way for our teaching resources, but something like the universities, like University of Ottawa's policies would work through that framework of equal translation. Equivalency in translation means when you have one resource that's available in 2 languages and the content of the resource is more or less the same. But it's not officially adopted and it might be officially adopted in one language and then the other one is sort of like a translation copy. And then there's equivalency in content, which is what most of my teaching involves, which is teaching in English language with available content material. And then when I teach in French language, I have to find, I don't have an equivalent of the English language content, so I have to kind of find like other things that are produced in the French language. And they're not produced by the same people. And sometimes the French language is stronger in the content than in the English. And so there's like kind of an equivalency in the teaching topics, but the actual quality of the educational delivery is different because the material that I'm basing the teaching on is vastly different in quality.
So yeah, there's also a relative scarcity of French language OERs compared to English language, which is why producing the bilingual OERs in the RDM framework is such a big deal. And then there's also fewer French language professionals in the research data management space. There's many more Anglophones and Allophone colleagues. So we have like an amazing multilingual space, but it puts a lot of pressure on our French language colleagues, or on our colleagues like me who are kind of like functional, like proficient in their second language, to produce like more teaching resources. And then the other thing that's hard is in an ideal world, we should be working with our Francophone colleagues as content creators. So they should be contributing to creating the teaching resources in the same way that the Anglophone colleagues produce them, and not as translators. Because translation is a specialized skill and it takes time. And so we need to ask ourselves what kind of time we're asking our colleagues to do in these environments. So I'm going to very quickly talk about case studies, mostly just to show you the budgets of what it took to produce them. But one of them is an AI machine learning tutorial series that was produced bilingually through a Compute Ontario grant. And the other one is the Digital Humanities Data Primer for DH researchers. So some of you may have already heard about the data primer, but I haven't talked about it in terms of budget. So I think that's why I'm bringing it here today. Translation cannot be done with generative AI alone. Like, yes, everybody at UOttawa uses DeepL every single day in their lives, and Antidote. All of these are generative AI based at this point. But and we use it to back and forth between two languages, right? And so it has I'm seeing like the reactions, and I'm appreciating that. Thank you. But the task of the translator is still an incredibly important professional job. And also just from a project management perspective, if you have like skills on your team, oops, sorry about that. If you have skills on your team, you want to make sure that you're using the skills on your team in an efficient way. And the translator is different set of skills than your librarians or your data analysts, for example. So this is like the general project management guidelines that I follow when I put together grants and publishing projects in general. So, but what I want to stress is that in putting together a grant application or a production timeline, if you don't have a grant, like you're just getting it internally from funds, the linguistic work takes more time. So it will always take twice as much time than it would to produce the resource in a single language. I always budget appropriate translation and copy editing costs from the beginning. If I cannot do that, I don't produce the resource. It's just not worth going down the road without knowing ahead of time that I have secured translation funds. And often I will go to my library leadership to like argue or advocate for more funds for work in this area. I always hire professional translators. There is a translation service that's available at UOttawa, but it can only be used to produce official. It can only be used. They have so much demand on their service that they've really restricted what they will do, and so it has to be like official communications from the university to apply in their service. So sometimes I can argue, because we have a strategy in place, that RDM is an official communication, but the majority of time I have to hire a professional translator. I try to establish a long-term relationship with the firm so that I can make sure that there's like a good understanding of the space that we work in as RDM, because it's very, very domain specific. And then every time I work with a new translator, I give them all of the kind of bilingual glossaries or whatever is of existing translated content from our RDM area so that they can match the terminology and the sentence structure. So this is where the intellectual work of the translator comes in. And it's really, really important work. So once it comes back from the translator, then you can have librarian colleagues. It's essential that the librarian colleagues like verify across the two languages. And so this again is more time in the timeline, right? So you want to verify the content is the same across the two languages. You want to make sure that there's corrections that are made to like domain specific terminology. The translator is not coming from data space, so they're going to use the terminology that they best understand.
in the translation, but it's not necessarily going to be accurate based on our like lived experience of using that terminology in the class or in consults. And so it's really important for somebody who lives the life to be able to kind of pass over the text and correct it before it goes public. And then the other thing about like even the translators use AI translation, but the big kind of roadblocks for AI generative translation is both sentence structure. So like sometimes it doesn't accurately transpose English language sentence structure into a French language sentence structure. And like as a second language speaker, you might not see that because your brain will be processing both sentence structures, but a unilingual francophone reader will absolutely see it and it'll alienate them from the text. So that like being able to have a francophone really see that the sentence structure has been properly or a same language speaker, like verify the sentence structure is really important for the teaching tool to do its teaching work. And then the other thing is AI often, because it's being trained on documents from wherever, like it often will not translate the terminology correctly. So I think it's improved now, but because it was learning off of government documents, it would mistranslate funding and funders, for example. It would consistently mistranslate that. But I think it's improved now. So just in conclusion, I applied all of those principles to these projects. The UOttawa Machine Learning is a series of 11 tutorials. It's still in its second phase now because we received funding from Compute Ontario. Thank you very much. In 2 funding rounds. And so the reason that we received it in 2 funding rounds is because the funding timelines in the RDM space are like incredibly short. It's next to impossible to produce any bilingual materials in the funding guidelines, timelines that we're being given currently. And so I have to do a lot of like administrative backflips on my end to make sure that I can kind of fit into the funding requirements, but then also have the time that I need to produce the resource in the 2 languages that I'm required to produce them in. So the Compute Ontario has kind of a 4-month timeline, but for our writing and translation of the 11 tutorials, the actual timeline has been like more than 15 months. And so we were lucky enough to be able to do half of it in the first funding round and then receive a second funding round second round of funding to be able to continue the other half of it. But if we hadn't received that second round of funding, it would have just been a half translated resource where like the English readers would have had access to all 11 tutorials and the French language ones would have only had access to 4. Because there's no other way to do this kind of like complexity of teaching resource without funding. Like it's not possible to do it on the operational budgets of our libraries, especially not right now. I've given you like a breakdown of the budget. This is for 1 funding round. This is for the last one. So we actually, to produce all 11, we needed to do twice the amount of this budget. But that's just to give you like an understanding of the kinds of resources that we put towards this. So it's not just a translator, it's also a research assistant. And we also had a training content coordinator in this one because we have to train across like librarian, kind of user-centered thinking, data scientist, AI thinking, and then also like think about who is the readership for this. And we wanted the readership to be really people who were working outside of computer science or engineering areas. And so there a lot of the work, the language work, was taking the data science terminology and turning it into something that was more accessible conceptually. And then this is the other training, like open educational resource that was produced before the machine learning and AI. So we learned a lot of lessons from producing this that we applied to the machine learning AI. And this was a Short Connections grant that followed a model that I had used in other domains. So and we received funding in 2020, which was a COVID year. So it was conceived originally as a 12-month project, but it was extended to a 24-month timeline. And what that allowed us to do is collaboratively author the document with over 30 researchers and librarians and experts who came to a workshop, a day-long workshop that was held as part of a digital humanities
training event, National Digital Humanities Training Event. And then it also allowed us to collaborate with the library at University of Victoria, who had also received a Short Connections grant for RDM for digitally curious humanists. And so we were able to contribute content to their event as well because of the more extended timeline. So it created kind of quite quite a like it created a larger readership or a larger kind of learning base to receive the pedagogical tool when it was finally produced, and also to contribute to the pedagogical tool because we wanted it to reflect multiple different ways of looking at data from the humanities perspective. And then the last point I'll make about this, there you have the budget there as well for this. But the last point I'll make on this is I put First Nations consultation, but it wasn't really consultation. What it was we have colleagues who work as researchers in the area of Indigenous data sovereignty and in the area of like Indigenous literature. And so the ethics that are in the data primer are very close to their areas of research work. And so for them to be invited as collaborators and participants in the workshop, and then also to participate in the editing and peer review process after the fact, means that the content within it reflects the point of view of people who work with First Nations communities and who work with Indigenous sovereignty as something central to their research methodologies. So it's kind of like hard baked into the content of the training resource, and then it can be and then it was translated into the French language as well. And so it's material that is sort of unique in the sense that it can really like pass on the good ways of working from the perspective of our Indigenous colleagues, but through both the English and the French language. So that's it for me, setting the stage for my other colleagues to discuss their work, which is also extremely important and sort of face similar challenges from what I understand. Thanks, Felicity. That was really great, super interesting. Moi puis Émilie, on va parler en français pour cette section ici. Alors moi, je suis Danielle Denis, je suis bibliothécaire en chef à l'Université Laurentienne. Et la Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Atikameksheng Anishinabek. Notre présentation va se concentrer plus sur vraiment les détails là, de la création d'un manuel bilingue. Alors, le manuel sur lequel on a travaillé, c'est la gestion des données de recherche dans le contexte canadien. Ça a été proposé en 2021 par 3 bibliothécaires à l'Université Western, Emily Carlisle Johnson, Liz Hill et Christy Thompson. Aussi, un petit comité de bibliothécaires à travers le Canada. Alors, l'intérêt du manuel était en partie qu'il n'y avait pas ce genre de ressources spécifiques au Canada. Puis le public cible du manuel, c'était entre autres des professeurs, des étudiants et des spécialistes de la GDR. Ce qui est vraiment exceptionnel avec la conception du manuel, c'est que les éditrices ont immédiatement décidé que le manuel devait être bilingue s'il était pour vraiment bien refléter la réalité canadienne. Alors, elles ont fait un appel à la communauté pour des éditrices francophones, puis c'est là où moi puis Émilie, on s'est porté volontaire pour devenir les éditrices de l'édition francophone. Alors, dans les prochaines diapos, je vais parler un peu de la chronologie des événements là, qui nous ont permis d'aboutir à une version francophone du livre. Alors, une des premières choses que les éditrices anglophones ont faites, c'est elles sont allées chercher des subventions qui ont servi à plusieurs choses, dont l'embauche de traductrices et de traducteurs pour traduire surtout de l'anglais vers le français, mais aussi pour la traduction de 2 chapitres en français vers l'anglais. Ensuite, il y a eu une période de rédaction qui a commencé par des appels à chapitres, des appels qui ont été envoyés dans les 2 langues. Des 18 chapitres qu'on a reçus, 2 étaient en français, un a été rédigé dans les 2 langues et les 15 autres étaient en anglais. Ensuite, il y a eu la révision par les pairs. Il fallait trouver au moins 2 réviseurs par chapitre. Puis une fois la révision terminée, il y a eu des échanges entre les éditrices et les auteurs et les autrices pour finaliser les chapitres.
Mais les échanges pouvaient quand même prendre assez de temps là, si les révisions demandées étaient substantielles. Au total, entre l'appel au chapitre et la finalisation des chapitres, bon, je dirais comme avant le copy editing et la traduction, on parle ici là, d'un temps qui a duré entre 12 et 18 mois de travail. Ensuite est venue la période d'uniformisation. En anglais, on appelle ça le copy editing. L'équipe éditoriale anglophone avait embauché la compagnie Colborne Communications pour faire le copy editing des chapitres en anglais. Puis une fois le copy editing est terminé, c'est vraiment là, que commençait de façon sérieuse le travail des éditrices francophones. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est d'envoyer les chapitres anglophones complétés aux traductrices. Étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de chapitres, on a dû embaucher 2 traductrices pour pouvoir finir le travail à temps. On a quand même eu quelques défis avec la traduction. La première, c'est que il y avait, il y a, il y a personne qu'on pouvait engager ou embaucher qui avait l'expertise technique dans le domaine de la GDR. Une des traductrices a quand même fait un travail vraiment surhumain, là, très exceptionnel, pour essayer de trouver les termes techniques appropriés en français. Pour l'autre, elle a fait aussi un excellent travail, mais je dirais qu'elle n'a pas été, elle n'a pas fait des efforts surhumains, là, comme la première, pour trouver les terminologies appropriées en français. Au niveau de la langue, une des traductrices faisait celle qui faisait là, le gros effort pour trouver les bons termes terminologiques en français. Parfois, elle utilisait des tournures de phrases qui étaient plus anglophones, tandis que l'autre traductrice faisait peut-être, elle avait des tournures de phrases qui étaient plus, je dirais, bon, on peut dire québécoises. Alors, il y avait moins de modifications à faire de ce côté-là. Euh, Puis finalement, comme on avait un chapitre sur la souveraineté des données autochtones, une fois que le chapitre a été traduit en français, on a envoyé le chapitre traduit à une compagnie qui s'appelle Wind Translation, qui se spécialise dans la révision de textes des thèmes autochtones, pour qu'on puisse s'assurer que tous les termes qu'on a utilisés euh, en français sont des termes que les Autochtones eux-mêmes voudraient qu'on utilise à leur égard. Alors, une fois la traduction complétée, on a fait, il fallait qu'on fasse une révision assez substantielle des chapitres traduits. Un, parce qu'il y avait, comme j'ai expliqué, 2 traductrices. Donc, il fallait s'assurer que le langage utilisé était uniforme entre les traductions qui provenaient des deux différentes traductrices. 2, les chapitres étaient tellement techniques qu'il fallait vraiment s'assurer que les traductrices avaient bien compris et traduit l'information. Et 3, on ne pouvait pas, dans plusieurs cas, renvoyer les chapitres aux auteurs ou aux autrices pour leur avis parce que dans certains cas, les auteurs ou les autrices connaissaient pas nécessairement assez le français là, pour nous donner du feedback ou des commentaires. Alors, la révision s'est faite en 3 temps. La première révision, c'était moi qui le faisais. Ce que je faisais, c'est que je lisais le chapitre traduit en comparant paragraphe par paragraphe la version française à la version anglaise. Étant donné que étant donné qu'il y avait un niveau technique assez élevé pour les chapitres, on voulait vraiment s'assurer que l'information traduite en français représentait bien ce qui avait été dit en anglais. Alors là, je faisais les modifications dans le texte en français en mode suggestion. Je posais aussi beaucoup de questions de traduction à Émilie dans le document là, en utilisant la fonction commentaire dans Google Docs. Par la suite, c'est Émilie qui embarquait. Elle relisait le chapitre. Elle se concentrait beaucoup sur le sens des phrases, les tournures de phrases et sur l'inclusivité aussi, qui est très important en français. Il y avait énormément d'allers-retours entre moi et Émilie, ce qui faisait qu'à la fin, le chapitre, il y avait tellement qu'il y avait de suggestions puis de commentaires, ça finissait par être illisible. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on a créé une deuxième version, qui était la version propre, où on acceptait toutes les modifications puis on essayait de résoudre toutes les questions qu'on s'était posées en commentaire. Des fois, ça posait des problèmes parce que si on prenait une décision éditoriale dans un chapitre, il fallait revoir tous les autres chapitres pour être certain d'avoir comme une uniformité à travers le livre. Bon, étant donné qu'on regardait le texte en anglais quand même d'assez près, quand on révisait le texte français, parfois on trouvait des coquilles ou des problèmes dans le texte anglais. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé une liste de tous les changements à faire dans les chapitres en anglais qu'on a envoyés aux éditrices anglophones. Puis ça a fini par être comme un deuxième niveau de copy editing finalement. Quand tout était fini, on a quand même envoyé les chapitres aux auteurs et aux autrices
pour leur approbation, là, même si, comme j'ai dit, il y en avait quelques-uns qui pouvaient pas lire ou comprendre le français. Ça leur donnait quand même une opportunité de voir le chapitre en français. La publication de la version anglaise s'est faite à peu près en septembre-octobre 2023, puis la version française a suivi là, pas longtemps après, en décembre 2023. Il y a eu une petite discussion entre toutes les éditrices francophones et anglophones avant la publication officielle au sujet de l'ordre dans lequel nos noms allaient apparaître sur les couvertures des deux différentes versions, des deux différentes éditions. Puis au final, on a juste décidé de présenter les noms de la même façon, peu importe l'édition. Alors là, je vais passer le bâton à Émilie. Merci, Daniel. Bon, mini présentation qui est au milieu de nulle part, là, mais oui, donc je suis bibliothécaire, gestion des données de recherche, préservation numérique à l'Université Laval, qui est située à un croisement de plusieurs peuples autochtones, les Huron-Wendat, les Wabanaki, les Inuits, les Atikamekw et les Wolastoqi. Donc, je vais continuer sur ce qui a déjà été dit. Il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été abordés parce qu'on rentre vraiment les défis de traduction. Des choses qu'on se dit, ah oui, il y a quelqu'un qui l'a traduit, donc j'ai juste à relire et ça va être parfait. On a des petites surprises. Première chose, l'écriture inclusive. Je ne sais pas si l'intelligence artificielle est rendue meilleure pour ça aujourd'hui, mais à l'époque qu'on a écrit le livre, on a décidé que ce serait un livre écrit avec de l'écriture inclusive. Vous me voyez venir, c'est quelque chose qui est assez... Quand on a reçu les chapitres, il était uniquement écrit au masculin, ce qui est compréhensible. Ce qu'on a décidé, nous, c'est de faire toujours féminin puis masculin. Quand on avait des exemples concrets, disons, la chercheuse a fait telle recherche, on choisissait, est-ce que c'était une chercheuse, est-ce que c'est un chercheur, on alterne aussi. On a remarqué, pardon, en faisant cet exercice-là, que les fameux groupes d'experts de l'Alliance, c'est particulièrement non inclusif. Donc, quand on parlait des gens qui sont dans les groupes d'experts, on disait les expertes et les experts, et qu'on parlait du nom du groupe, là, on y allait avec simplement le groupe d'experts, tel nom. Euh, vous vous en doutez aussi, l'écriture inclusive, ça rend les phrases beaucoup plus longues. Déjà, la traduction généralement d'anglais à français est plus longue. Là, en plus, on rajoutait une couche qui rendait la phrase encore plus longue. Et évidemment, l'idéal quand on fait de l'écriture inclusive, c'est d'éviter complètement d'utiliser le féminin ou le masculin. Donc, quand c'était possible, on le faisait aussi, d'utiliser la communauté de recherche, d'utiliser la communauté étudiante, ce genre de choses-là. Un autre point que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est quand on attaque l'écriture inclusive, ça peut sembler une montagne, mais honnêtement, quand on fait tous ces chapitres-là plusieurs fois, ça devient littéralement une deuxième nature et après, on écrit systématiquement avec de l'inclusivité. C'est vraiment, avec la pratique, ça vient facilement, disons ça comme ça. Les acronymes, si vous voulez, vous allez avoir accès à la présentation. Là, ce qui est dans le plus info, c'est pas mal, ça revient à ce que je vous dis. Les acronymes, c'est fascinant parce que ça peut varier d'une langue à l'autre, vous le savez aussi. Puis il y a certains acronymes qui n'existent pas en français. Il y en a qui sont, par exemple, les GDR, vous le savez bien, donc gestion des données de recherche, Research Data Management, c'est clair. FAIR, c'est intéressant, ça reste le même acronyme, mais avec une définition différente. DDI, qui est un schéma de métadonnées, on a gardé l'acronyme en anglais, mais la traduction n'a pas été faite en français, fait qu'on garde les termes en anglais. Le PTC2, ça revient un peu au GDR, donc le TCPS2. Et l'API aussi, c'est un cas intéressant parce que l'API, on garde l'acronyme en anglais parce qu'il n'y a personne qui va utiliser l'acronyme en français, mais on le traduit en français. Et il y a quand je dis des acronymes qui n'existent pas en français, un qui est excessivement utilisé en anglais, c'est PI. PI et CoPI, donc des Principal Investigator. Dans ces cas-là, on a carrément mis ça au long en français parce qu'on l'utilise tout simplement pas, nous, en français. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est par exemple l'OCUL, donc le Ontario Council of University Libraries, a un acronyme en français. Mais encore là, il n'y a personne qui l'utilise, donc on n'ira pas utiliser un acronyme que personne n'utilise. Pour ce qui est des noms en anglais, c'était intéressant parce qu'on a croisé des règles contradictoires. Quand je dis on et quand je dis règles et quand je dis source, c'est généralement Daniel. Elle a fait une recherche extraordinaire. J'étais toujours assez impressionnée de tout ce qu'elle a réussi à trouver comme source et comme règle.
Il y avait des règles qui mentionnaient de garder les établissements qui sont en milieu anglophone avec aucune version française, de les garder en anglais. Mais finalement, on s'est basé sur Termium. Termium qui suggérait vraiment de traduire les noms d'établissements. Ce qui fait que, on a fait l'Université de Colombie-Britannique, on a fait l'Université Harvard, au lieu de les laisser en anglais, même s'ils n'ont pas de version française officielle. Les noms il y a certains éléments aussi qu'on a pris des décisions. Ben, les noms de chapitres, les noms de livres, bien entendu, c'est uniquement en anglais. On les a laissés en anglais. Mais il y a un cas particulier. Vous devez connaître Permafrost, qui est justement un produit de l'Ocul. Euh, Permafrost a une version en français qui s'appelle Pergélisol, mais que personne n'utilise. Donc, c'est un autre cas où est-ce qu'on a dit on va garder le nom en anglais parce que le nom en français, bien qu'il existe, n'est pas assez utilisé. La ponctuation. Ça a un peu été mentionné par Félicité dans la façon de faire les phrases, mais c'est aussi un cas de la ponctuation n'est pas utilisée de la même façon en français et en anglais. Donc ça, il fallait le fameux, ce qu'on appelle en anglais le Oxford's commas, c'est la virgule placée avant l'ultime conjonction. Donc, telle chose, telle chose, telle chose, et là, ils mettent une virgule avant le et. Moi, personnellement, je suis pas à l'aise avec ça en français, donc je les enlevais toutes. Il y a d'autres cas aussi où est-ce que je trouvais que les virgules étaient bizarres. Donc, il y en a plusieurs que j'ai enlevés ou que j'ai remplacés. Et je vous mentionnais aussi que nos phrases devenaient excessivement longues. Donc, il y a de la ponctuation, il y a des phrases qu'on a carrément coupées en deux. Il y a eu des points-virgules qui ont été rajoutés. Les énumérations, on les a pas faites de la même façon. Les énumérations en anglais, ils n'ont pas de ponctuation. En français, on a décidé de faire point, virgule à la fin, point. Donc, c'est différentes choses qui sont parfois des choix stylistiques, mais d'autres fois qu'on se basait sur des règles. Mais c'est quelque chose aussi qu'on pensait pas nécessairement qui pouvait poser problème et que oui, c'en est c'est un beau défi. Les hyperliens. Il y a des ressources qui étaient nommées. En fait, il y a beaucoup de ressources qui étaient nommées qui viennent de sources avec une version en français. Je donne un exemple classique. Tout ce qui est ressources du gouvernement canadien. Il y a nécessairement une version en français. Donc, à ce moment-là, il fallait changer l'hyperlien, en fait, trouver la version en français, changer l'hyperlien, changer la bibliographie pour être sûr qu'on avait la même ressource en français. Dans d'autres cas, on avait une ressource en français qui existe, qui n'est pas la même, mais qui est aussi de qualité. Par exemple, les principes FAIR. On a de bonnes ressources en français sur les principes FAIR, donc ça peut être un cas où est-ce qu'on a mis une autre ressource complètement, mais qu'on sait que c'est une bonne ressource en français. Il y a finalement les cas où est-ce qu'on laissait tout simplement les ressources en anglais si on n'était pas assez certaine du niveau de qualité ou qu'on n'en connaissait pas de ressources qui étaient assez fortes en français, on laissait celles en anglais. Euh, Oui, il y a juste une chose aussi, on indiquait toujours quand on mettait un hyperlien ou une autre source, si c'était en anglais uniquement, on l'indique. Euh, on, sur- il y a ce qu'on n'indiquait pas, c'est que, par exemple, disons qu'on a une ressource en anglais sur Zenodo. On n'indiquera pas que Zenodo est en anglais. Mais si la ressource qui est sur Zenodo est en anglais, ça, on l'indiquait. De la même façon qu'on n'indiquera pas que, disons, RStudio est en anglais, ça, c'est évident. Mais encore là, s'il y a quelque chose en anglais dessus, là, on va l'indiquer. C'était une façon aussi de prévenir les gens que, OK, ben là, vous allez cliquer sur une ressource, mais vous allez vous retrouver dans une ressource en anglais. Pour ce qui est des citations, ça, c'est un cas où est-ce qu'on a changé d'idée quand même assez vite, mais qu'au début, quand on a reçu les chapitres, tout ce qui était citation avait été traduit. Donc, c'était devenu en anglais, en français, pardon. Donc, la question, c'était, OK, est-ce qu'on les laisse en français? Est-ce qu'on les remet en anglais? Finalement, on a tranché la poire en deux, on dit on garde tout. Donc, on va les mettre en français, indiquer que c'est des traductions et mettre l'original aussi en note de bas de page. Fait que comme ça, on a tout, on a toute l'information et on garde les citations originales. Parce que c'est toujours embêtant les citations vu que ça vient de quelque part et que ça n'a pas nécessairement déjà été traduit. Fait qu'on s'est dit on était mieux de garder les deux. Pour ce qui est des images, ça, on pense pas que ça va être compliqué, on pense que ça va être simple, ben, une image, c'est une image. Et si vous n'avez pas consulté le manuel, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de graphiques, et il fallait les traduire aussi. La plupart du temps, ça a été possible de le traduire. Euh, il y a même des cas où est-ce que Daniel est allé rechercher une image ou un graphique qui était dans une ressource de Statistique Canada, est allé chercher la version en français pour pouvoir avoir la version en français. Il y a un cas
peut-être deux, mais dans ma tête, j'en ai un en tête où est-ce que ça a été impossible de le traduire parce qu'on n'avait pas le droit. La licence ne le permettait pas. À ce moment-là, on a tout simplement traduit en dessous dans la description les termes en français, mais c'est pas des questions de capacité. On aurait pu le faire sur Photoshop, mais dans ce cas-là, on n'avait pas la licence pour le faire. Et il y a tout le cas des exemples. Un exemple avec des variables. Disons un tableau Excel avec des variables. Ben, les variables, ils étaient en anglais. Il fallait les traduire. Et le gros défi, c'était de les traduire sans accent. Et ça, Daniel était extraordinaire pour ça, a réussi à trouver des mots qui voulaient dire la même chose qu'en anglais, mais sans accent. Et oui, je sais, vous allez penser, oui, mais on a juste à les écrire sans accent, mais ça paraît mieux si, à la base, ils n'ont pas d'accent, ça donne pas l'impression que c'est une faute d'orthographe. Finalement, on arrive au glossaire, puis là, au glossaire, on se dit, ah, ben là, le livre est fini, ça va être super facile à faire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une surprise un peu comme la biographie, que tu dis, ah, ouais, mais la biographie des gens traduite, il n'y aura pas de problème. Oui, il y a toujours des cas. Il y a toujours des surprises dans l'édition d'un livre, c'est ce que j'ai appris. Il y avait énormément d'uniformisation à faire dans le glossaire. Euh, le glossaire vient des mots que pendant que les chapitres étaient faits, il y a certains mots que les auteurs, les autrices avaient ciblés. Ils disaient, OK, ce mot-là, je vais le décrire. Après ça, les éditrices l'ont spoté et l'ont mis dans le glossaire. Ce qui arrive, c'est que quand on fait ça, tout le contexte du chapitre disparaît complètement. Ce qui fait qu'on avait des cas, je vous donne un exemple très simple, qui était décrit dans le glossaire, couche. Si pour vous, couche, vous avez la même signification que la signification qui doit être inscrite, je vous félicite parce que la première chose qui nous vient en tête, c'est pas ça. Donc, on a mis entre crochets système d'information géographique parce que c'était par rapport au chapitre sur les données géographiques. Et on avait aussi, par exemple, le cas dépendance. Quand là, dépendance tout seul peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, on a encore là précisé par crochet. Il y avait ça, mais il y avait aussi tout le cas de parfois les définitions, on les a carrément changées. Des fois, on a trouvé des meilleures définitions en français pour que nous, on trouvait plus précises. C'était beaucoup de revoir pour être sûr aussi que l'ensemble du glossaire soit uniforme. Et ça, c'est beaucoup moins simple qu'on peut le penser. Il n'y a pas une seule règle, vous faites vos glossaires comme ça. Non, il faut décider et ensuite, on le fait de notre façon. C'est ce qu'on a fait et je suis quand même très fière de notre glossaire. Je vois le temps qui file, donc je passe tout de suite je pourrais vous en parler des heures de tous les cas qu'on a croisés. Les leçons apprises. Ça, Daniel en a parlé, c'est essentiel de lire les deux versions en parallèle. Parce que moi, je lisais les textes en français et des fois, j'arrivais avec le texte et je le voyais pas parce que la phrase que je lisais avait du sens. Mais le fait qu'elle ait du sens ne veut pas dire qu'elle ait le bon sens. Ça se peut que la phrase veut dire quelque chose qui n'est pas ce que veut dire la phrase en anglais. Donc, on a besoin de lire les deux versions en parallèle. C'est la seule façon d'être sûr que le sens de l'autre, que l'auteur voulait, soit dans le texte en français. Notez les décisions. Vous avez vu, j'ai parlé de beaucoup de choses on a pris des décisions, on a choisi certaines sources qu'on a décidé d'adopter et c'était difficile de tout retenir. Ça, c'est une des choses qu'on a fait pas tout à fait autant qu'il aurait fallu. Puis des fois, on changeait d'idée. À ce moment-là, il fallait tout refaire. Ça, c'est vraiment aussi Daniel qui l'a fait. Tout repasser les chapitres, tout faire les changements. C'était gros, c'était énorme et c'était pour ça qu'idéalement, il faut tout noter. Interpréter. Et ça, Daniel en a glissé un mot aussi. Il y a des cas où est-ce que moi je lisais en français, je lisais une phrase et je la comprenais pas en français. Dans ce cas-là, j'allais toujours voir du côté en anglais pour dire, OK, ben c'est quoi que ça voulait dire en anglais? Et je la comprenais pas en anglais non plus. À ce moment-là, il faut retourner vers l'auteur parce que, ou l'autrice, il y a juste rien à faire là. Et si c'était pas possible d'avoir une réponse, à ce moment-là, nous, on va réécrire la phrase d'une façon qu'elle va vouloir dire quelque chose que nous deux, on comprend. Est-ce que c'est exactement ce que l'auteur ou l'autrice voulait dire? Je suis pas sûre, mais au moins, la phrase veut dire quelque chose maintenant. Trouver des références fiables. Ça, j'en ai mentionné, généralement, oui, on a pris des décisions, mais c'est des décisions basées sur des sources fiables. Termium, qui a beaucoup servi. L'inclusionnaire, moi, je l'ai trouvé vraiment génial quand on essayait de trouver des façons de rendre les phrases inclusives sans toujours répéter français-anglais. J'ai vraiment aimé ça. Le grand dictionnaire terminologique, des glossaires, des spécialistes, parce que on lit un chapitre, on n'est pas spécialiste du domaine, puis là, on se confronte à
vraiment à des termes, à des situations qu'on ne peut pas comprendre. On a besoin de parler à des gens qui parlent en français et qui comprennent de quoi ça parle. C'est essentiel et c'est pas nécessairement simple à trouver parce qu'on a aussi des gens qui traduisent des mots, mais est-ce que c'est vraiment, c'est la vraie traduction ou c'est leur traduction maison? C'était des beaux défis. Faire des choix. Des fois, il a fallu vraiment, il y avait différentes options, on a tranché. Et c'est une des choses qui fait que c'était vraiment génial d'être deux. Et d'être deux personnes qui sont capables de discuter, qui s'entendent bien. Et j'avais jamais travaillé avec Daniel avant. Ça a super bien été. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais à être toute seule, là, non, j'aurais jamais été capable. C'est trop énorme. Et on a besoin de l'échange pour décider qu'est-ce qu'on va faire et si la décision qu'on prend a du sens. Et finalement, j'ai mis travailler la fin de semaine. Et ça, il y a aussi mes collègues des universités francophones qui vont comprendre un peu. Nous, quand on fait un travail de ce genre-là, c'est pas quelque chose qui nous, entre guillemets, donne quelque chose. C'est pas inclus sur notre travail. C'est quelque chose qu'on fait en supplément de notre travail régulier et ça nous donne, entre gros guillemets, encore rien. Côté en lien avec notre institution. Donc, c'est très long à faire et pour faire ça, honnêtement, c'est même si on le fait, si, indépendamment de ce que je viens de dire, c'est impossible de faire ça avec des courriels qui rentrent, avec Teams qui rentrent, avec des réunions aux 20 minutes. Impossible. Il faut vraiment prendre le temps de se concentrer, de lire, de comprendre les phrases qu'on lit, parce on a l'habitude de lire en diagonale, hein, ou maintenant même de le prendre, de le mettre dans l'intelligence artificielle. Mais là, il fallait comprendre chaque phrase qu'on lit, et ça, c'est beaucoup de concentration, et de là, le travailler en fin de semaine parce que c'est plus calme. Et ça fait le tour de ce que je voulais vraiment vous dire, donc j'arrête mon partage. Thank you so much to all three of our speakers. That was fantastic. And on that note, just want to thank our speakers for being here with us today, for being so knowledgeable and for sharing their experiences with us. Thank you to our moderators, Jen and Nick. And thank you very much to our two language interpreters who have allowed for this session to be done bilingually. And of course, thank you to all of you for joining us today. Thank you very much. Wishing you all a great rest of your day, and we look forward to seeing you next time.